Il faisait jour quand une légère averse me tira de mon hébétude, toujours blotti au milieu des broussailles de la voie ferroviaire. Et quand je titubais jusqu'à la route en face de moi, je ne trouvais pas la moindre trace de pas dans la boue fraîche. L'odeur de poisson avait disparu elle aussi. Les toits en ruine et les clochers branlant d'Innsmouth plaquaient leurs silhouettes grises contre l'horizon au sud-est, et je n'aperçus pas le moindre être vivant dans l'étendue désolée des marais salants alentour. Ma montre fonctionnait encore, et m'apprit qu'il était midi passé. La réalité de ce que je venais de vivre me paraissait désormais hautement improbable. Mais je sentais quelque chose d'ignoble se tapir dans le décor. Il me fallait m'éloigner à tout prix de la maléfique Innsmouth, à tel point que je commençais aussitôt à déplier mes pauvres jambes, fourbues et ankylosées. Malgré la faiblesse, la faim, la peur et la prostration qui étaient miennes, je me découvris bientôt capable de marcher, et c'est chancelant que je débutais ma progression sur la route bourbeuse en direction de Rowley. Avant le soir, j'avais atteint le village, où je pus me restaurer et me procurer des vêtements plus présentables. Je pris le train de nuit pour Arkham et me rendis dès le lendemain auprès des autorités pour une longue et sérieuse discussion, démarche que je renouvelai peu après à Boston. Le grand public sait à présent quelles furent les conséquences de ces entretiens, et j'aurais souhaité, pour l'amour de la raison, qu'il n'y ait plus rien à ajouter. Peut-être est-ce seulement la folie qui s'empare de moi aujourd'hui, à moins qu'une plus grande horreur ou qu'un plus grand prodige me tende les bras. Comme on peut l'imaginer, je renonçais à presque tous les agréments que devait comporter la suite de mon voyage, ces distractions touristiques, architecturales et historiques dont j'attendais tant. De même, je n'osais pas aller voir l'étrange bijou qu'on disait conserver au musée de l'université Miskatonic. Je mis toutefois à profit mon séjour à Arkham en recueillant certaines données généalogiques que je cherchais depuis longtemps. J'en tirais des notes rapides et grossières, il est vrai, mais qui pourraient s'avérer utiles plus tard quand j'aurai le temps de les collationner et de les structurer. Le conservateur de la société historique locale, M.E. Lapham Peabody, m'apporta fort courtoisement son aide et manifesta un intérêt tout particulier quand je lui révélai être le petit-fils d'Eliza Horn, une résidente d'Arkham née en 1867 et qui avait épousé James Williamson d'Ohio à l'âge de 17 ans. Il apparut qu'un de mes oncles maternels avait effectué ici même, bien des années plus tôt, des recherches presque identiques aux miennes, et que la famille de ma grand-mère constituait une sorte d'énigme locale. Le mariage de son père, Benjamin Horn, m'apprit M. Peabody, avait beaucoup fait jaser au lendemain de la guerre civile, en raison du mystère entourant les origines de la jeune épouse. On la disait orpheline, issue d'une certaine famille Marsh du New Hampshire, une lignée cousine des Marsh du comté d'Essex. Mais elle avait été élevée en France et ignorait presque tout de sa propre ascendance. Un tuteur avait versé des fonds dans une banque de Boston pour subvenir à ses besoins et ceux de sa gouvernante française. Mais l'homme, dont le nom était inconnu des gens d'Arkham, avait fini par disparaître, de sorte que la gouvernante avait endossé ce rôle de tutelle par décision de justice. Cette Française, depuis longtemps défunte, était une femme extrêmement taciturne, et certains estimaient qu'elle en savait bien plus long qu'elle n'en laissait paraître. Mais le plus troublant, c'était que personne ne pouvait situer les parents présumés de la jeune femme. Enoch et Lydia, nés Messerve, Marsh, parmi les familles connues du New Hampshire. De la vie générale, elle était sans doute la fille naturelle d'un personnage haut placé de cette lignée, car elle possédait incontestablement les yeux des Marsh. Le bon peuple d'Arkham avait commencé à s'interroger à son sujet après sa mort prématurée, survenue lors de la naissance de ma grand-mère, son unique enfant. Le nom de Marsh revêtant pour moi de bien sinistres connotations désormais, je n'appréciais guère de le retrouver dans mon propre arbre généalogique, tout comme il me déplut d'entendre M. Peabody suggérer que j'avais moi aussi les yeux des Marsh. Je lui fus toutefois reconnaissant pour ces informations qui s'avéraient, je le savais, fort précieuses. Je pris par ailleurs profusion de notes et répertoriai les nombreux ouvrages de référence relatifs à la famille Horn
dont l'histoire était bien documentée. De Boston, je rentrais directement chez moi à Toledo, puis séjournais un mois à Maumee pour me remettre de mes épreuves. En septembre, j'intégrai l'université d'Oberlin pour ma dernière année d'études et me consacrai jusqu'en juin à l'obtention de mon diplôme et à d'autres activités salutaires. Seules d'occasionnelles visites d'agents fédéraux, en lien avec l'opération policière que mes adjurations et mon témoignage avaient déclenchée, vinrent me rappeler de temps à autre ma terrible mésaventure. Vers la mi-juillet, un an tout juste après ce que j'avais vécu à Innsmouth, je passai une semaine à Cleveland, dans la famille de ma défunte mère, où je pus confronter mes récentes découvertes généalogiques avec les différents documents, traditions et objets de famille qui s'y trouvaient, afin d'en dresser, si possible, un tableau cohérent. Je dois avouer que cette perspective ne m'enchantait guère, tant l'ambiance de la demeure des Williamson m'avait toujours déprimé. Il y régnait un certain climat de morbidité, et durant mon enfance, ma mère ne m'avait jamais encouragé à rendre visite à ses parents, bien qu'elle eût toujours accueilli son père à bras ouverts quand il venait à Toledo. Ma grand-mère originaire d'Arkham m'avait toujours paru étrange. Elle me faisait presque peur, et je ne crois pas l'avoir beaucoup pleuré à sa mort. J'avais alors 8 ans, et l'on racontait qu'elle s'était laissée dépérir après le suicide de mon oncle Douglas, son fils aîné. Il s'était tiré une balle dans la tête au retour d'un voyage en Nouvelle-Angleterre. Ce même voyage sans aucun doute qui lui valait d'être resté dans les mémoires des membres de la Société historique d'Arkham. Cet oncle ressemblait à ma grand-mère, et je ne l'avais jamais aimé non plus. Quelque chose dans leur regard fixe et inexpressif m'avait toujours rempli d'un vague et inexplicable malaise. Ce n'était pas le cas de ma mère et de mon oncle Walter, qui tenaient de leur père, même si mon pauvre petit cousin Lawrence, le fils de Walter, avait été le portrait craché de notre grand-mère avant qu'une étrange affection nécessite son internement à vie dans un sanatorium à Canton. Je ne l'avais pas vu depuis 4 ans, mais mon oncle avait une fois laissé entendre qu'il était au plus bas, tant mentalement que physiquement. Ce traumatisme avait sans nul doute provoqué en grande partie la mort de sa mère 2 ans auparavant. Mon grand-père et Walter, son fils veuf, occupaient seuls la demeure de Cleveland désormais, mais une étouffante chape de souvenirs pesait sur la maisonnée. L'endroit me faisait toujours horreur, si bien que je m'efforçais d'accomplir mes recherches le plus rapidement possible. Mon grand-père me procura d'innombrables anecdotes et documents concernant la branche Williamson de la famille. Pour celle des Horn, je me tournai vers mon oncle Walter, qui mit à ma disposition le contenu de tous ces dossiers, comprenant notes, lettres, coupures de presse, souvenirs de famille, photographies et miniatures. C'est en parcourant les lettres et les clichés du côté Horn que je sentis grandir en moi une sorte de terreur face à mes propres origines. Comme je l'ai précisé, l'apparence de ma grand-mère et de mon oncle Douglas m'avait toujours perturbé. À présent, bien des années après leur mort, j'éprouvais devant leur portrait un sentiment accru de répulsion et d'aliénation. Je m'étonnais d'abord de la violence de cette impression, mais peu à peu, une sorte d'ignoble rapprochement se fit jour dans les tréfonds de mon âme, bien que mon esprit conscient refuse obstinément de lui accorder le moindre soupçon de réalité. Il était évident que l'expression caractéristique de ces visages m'évoquait désormais quelque chose que je n'y voyais pas auparavant. Quelque chose qui m'emplirait certainement d'une peur panique si j'y pensais trop ouvertement. Mais le pire fut lorsque mon oncle me montra les bijoux de la famille Horn, conservés dans le coffre-fort d'une banque du centre-ville. Quelques-uns témoignaient d'un raffinement et d'un art consommé, mais il y avait une petite cassette de vieilles parures étranges héritées de ma mystérieuse arrière-grand-mère, et que mon oncle n'ouvrit pas sans une certaine réticence. Ces bijoux, disait-il, étaient d'une conception grotesque et presque répugnante. Il ne se souvenait pas les avoir jamais vus arborés en public, même si ma grand-mère prenait plaisir à les contempler. Ils portaient malheur, selon les vieilles légendes qui s'étaient cristallisées autour d'eux.
et la gouvernante française de mon arrière-grand-mère avait prévenu qu'il ne fallait pas les exhiber en Nouvelle-Angleterre, alors qu'on pouvait sans risque les porter en Europe. Tout en déballant lentement et à contre-cœur les 10 objets, mon oncle me mit en garde contre l'étrangeté et la laideur fréquente de leurs motifs. D'après les orfèvres et les archéologues qui les avaient examinés, leur somptuosité exotique n'avait d'égal que leur finesse d'exécution. Bien que personne ne sache identifier exactement leurs matériaux, ni les rattacher au moindre courant artistique. Il y avait 2 anneaux de bras, une tiare et une sorte de pectoral. Ce dernier arborant en relief des personnages d'une extravagance presque insupportable. J'étais parvenu à dominer mes émotions durant cette description, mais mon visage trahissait mon effroi grandissant. Mon oncle parut s'en inquiéter et interrompit un instant ses manipulations pour m'observer. Je le priai de continuer, et il s'exécuta, non sans manifester de nouveaux signes de réticence. Probablement s'attendait-il à quelque violente réaction de ma part lorsque le premier bijou, la tiare, apparut. Mais je doute qu'il ait prévu ce qui s'ensuivit. Moi non plus d'ailleurs, car je me croyais désormais prêt à soutenir la vue de ces ornements, dont je ne soupçonnais que trop bien la provenance. Pourtant, ma seule réaction fut de m'évanouir en silence, comme je l'avais fait un an plus tôt, sur cette voie ferroviaire envahie de ronces. Depuis ce jour, ma vie ne fut plus qu'un long cauchemar peuplé d'angoisse et de sombres ruminations, au sein duquel la démence le disputait à l'ignoble vérité. Mon arrière-grand-mère avait été une marche d'origine inconnue dont le mari vivait à Arkham. Et le vieux Zadok n'avait-il pas mentionné qu'une fille, née d'Aubène Marsh et d'une mère monstrueuse, avait épousé par la ruse un homme d'Arkham? Et qu'avait donc marmonné le vieil ivrogne au sujet de mes yeux et de ceux du capitaine Obed? À Arkham, le conservateur avait lui aussi affirmé que j'étais affublé des yeux des Marsh. Obed Marsh était-il mon arrière-arrière-grand-père? Mais dans ce cas, qui avait été ma trisalieule? Était-elle seulement humaine? Peut-être tout ceci n'était-il que folie. Ces parures d'or pâle avaient tout aussi bien pu être achetées à un marin d'Innsmouth par le père de mon arrière-grand-mère, quel qu'il fût. Et qui sait si ce regard fixe aux yeux morts de ma grand-mère et de mon oncle suicidaire n'avait pas été une lubie de ma part, un mirage envenimé par l'ombre d'Innsmouth qui teintait de ténèbres mon imagination fébrile. Mais pourquoi, alors, mon oncle s'était-il tué après sa quête généalogique en Nouvelle-Angleterre? Pendant plus de 2 ans, je réussis à peu près à repousser ces pensées. Mon père me trouva un emploi dans une compagnie d'assurance et je m'enterrai dans la routine aussi profondément que possible. C'est au cours de l'hiver 1930-1931, cependant, que débutèrent les rêves. Ils furent au départ très espacés et insidieux, mais ils gagnèrent en fréquence et en intensité au fil des semaines. D'immenses étendues aquatiques s'offraient à moi, et il me semblait errer parmi des vastes portiques engloutis et d'infinis dédales de parois cyclopéennes couvertes d'algues, avec des poissons grotesques pour seuls compagnons. Et puis apparurent les autres, qui m'emplissaient d'indicibles horreurs au moment du réveil. Mais pendant les rêves, ils ne m'effrayaient pas, bien au contraire, car je ne faisais qu'un avec eux. Je revêtais leurs ornements, j'empruntais leurs chemins sous-marins, et je priais leurs idoles infernales dans leurs temples au fin fond des mers. Je ne pouvais me rappeler tous les détails, mais ce qu'il m'en restait chaque matin au réveil aurait suffi à me faire traiter de fou ou de génie si j'avais osé le coucher par écrit. Quelque effroyable influence, je le savais, cherchait à m'éloigner progressivement du monde de la raison et de la vie quotidienne pour m'attirer au fond d'impénétrables abysses, aux noirceurs sans nom. Et ce lent naufrage m'en coûtait. Ma santé comme mon apparence déclinèrent,
au point que je dus renoncer à ma situation et adopter la vie recluse et statique d'un infirme. Une étrange affection nerveuse s'était emparée de moi et je me trouvais par moments incapable de fermer les yeux. C'est alors que je commençai à m'étudier dans le miroir avec une inquiétude croissante. Les lents ravages de la maladie ne sont jamais plaisants à voir, mais dans mon cas, quelque chose de plus subtil, de plus troublant était à l'œuvre. Mon père sembla le remarquer lui aussi, car il se mit à me jeter des regards curieux, presque craintifs. Que m'arrivait-il ? Allais-je finir par ressembler à mon oncle Douglas et à ma grand-mère ? Je fis une nuit un songe terrifiant, au cours duquel je rencontrai cette dernière sous l'océan. Elle vivait dans un palais phosphorescent aux multiples terrasses, tapissé de jardins étranges coraux lépreux, aux grotesques sépales. Elle m'y accueillit avec un sourire chaleureux, dans lequel je crus déceler une certaine ironie. Elle avait changé, comme changent tous ceux qui passent sous les eaux, et me confia qu'elle n'était jamais morte. À la place, elle avait rejoint ce lieu dont son défunt fils avait appris l'existence et s'était immergée dans un royaume de merveilles, des merveilles qui lui étaient destinées à lui aussi, mais qu'il avait renié d'un coup de revolver. Ce royaume serait le mien également. Je ne pouvais pas lui échapper. Je ne mourrais jamais et vivrais parmi ces êtres qui existaient déjà bien avant que l'homme foule la terre. Je rencontrai aussi la créature qui avait été sa propre grand-mère. Pendant 80 000 ans, Petite Yalé avait vécu à Yantley, où elle était revenue après la mort d'Obedmarch. Yantley n'avait pas été détruite par les hommes de la surface quand ils avaient déchaîné le feu de la mort au fond de l'océan. Ils l'avaient blessée, oui, mais pas détruite. Il était impossible de détruire les profonds, quand bien même la magie paléogène des anciens oubliés avait pu les tenir en échec. Pour l'heure, ils se reposaient. Mais un jour, s'ils s'en rappelaient, ils regagneraient la surface pour y lever le tribut qu'exigeait le grand Cthulhu. Ils choisiraient la prochaine fois une cité bien plus importante qu'Innsmouth. Ils comptaient se multiplier, et ils avaient semé dans le monde d'en haut les germes de leur avenir. D'ici là, ils devraient encore attendre. Pour avoir attiré sur eux le feu de mort des hommes de la surface, il me faudrait faire pénitence, mais celle-ci serait légère. Ce fut au cours de ce rêve que j'aperçus pour la première fois un Shoggoth, et à sa vue, je m'éveillai en poussant des hurlements frénétiques. Ce matin-là, le miroir m'apprit que je portais de façon irrémédiable le masque d'Innsmouth. Je ne me suis toujours pas suicidé comme mon oncle Douglas. Après avoir acheté un automatique, j'ai presque sauté le pas, mais certains rêves m'en ont dissuadé. Les marées d'épouvante qui noyaient mon esprit refluent désormais, et je me sens inexplicablement attiré par les profondeurs insondables de l'océan, au lieu de les redouter. J'entends et je fais d'étranges choses dans mon sommeil, et au réveil, une sorte d'exaltation s'est substituée à la terreur que j'éprouvais. À la différence des autres, je ne crois pas avoir besoin d'attendre ma complète métamorphose, sans quoi mon père me ferait probablement interner dans un sanatorium, à l'instar de mon pauvre cousin. Des splendeurs prodigieuses et insoupçonnées m'attendent dans les abysses, et j'irai bientôt les retrouver. Yarley, Cthulhufdagn, Non, je ne me tuerai pas. Rien ni personne ne peut m'obliger à en finir ainsi. Je vais faire évader mon cousin de cet asile d'aliénés à Canton, et ensemble nous gagnerons la vieille Innsmouth aux ténébreux prodiges. Nous nagerons alors vers ce récif obscur et fendrons les noirs abîmes jusqu'à la cyclopéenne Yantley, dans l'antre des profonds. Et parmi les innombrables colonnes, nous vivrons à jamais
baignée de merveilles et de gloire.